du corps, afin de transformer des mauvaises habitudes de mouvement ou posture pour les rendre plus efficaces pour promouvoir notre culture de soi, nous devons d'abord les mettre en examen par une conscience de soi somatique qui prend conscience aussi de nos sentiments proprioceptifs. Cette conscience somesthétique réflexive est à la base des disciplines comme la technique Alexandre et la méthode Feldenkrais. Je termine par affronter une inquiétude persistante à propos des caractères morbides qui peut avoir le retour somatique réflexif. Les arguments chrétiens, platoniciens ou idéalistes contre l'attention accordée au corps sont souvent fondés sur l'imperfection essentielle de ce dernier, sur sa mortalité, sa vulnérabilité, son caractère impur et sur ses aspects généralement bas. Par opposition à l'envoûtante noblesse, immortalité ou même divinité de l'âme, le retour réflexif sur le corps semble apporter avec lui le mépris de soi, et sa seule valeur semble être de nous obliger à viser plus haut vers une âme proprement sacrée, vraiment digne d'un travail de culture de soi, parce qu'elle est éternelle. Mais même sans invoquer une telle âme, la concentration somatique sur soi n'étend-elle pas naturellement à nous déprimer en nous rappelant toutes les faiblesses mortelles et les limitations de notre chair? Seulement, répondrai-je, si de façon irréaliste, nous espérons atteindre un type de pureté et de perfection auquel nous ne pouvons prétendre, et dont l'absence ne devrait pas être en soi un motif d'abattement. Si on ne présuppose pas l'existence de corps divinement parfaits, invincibles, immortels et libérés de toute forme de douleur, de fatigue ou d'imperfection, il n'y a aucune raison de ne pas regarder nos moi somatiques avec un étonnement tenté de gratitude et avec une curiosité enthousiaste pour l'organisation, certes vulnérable, mais avant tout étonnamment complexe et viable de matériaux biologiques, sociaux, psychologiques et culturels qui nous sommes en réalité. Il existe une façon plus radicale et plus paradoxale de répondre à la peur d'une réflexion somatique propre à révéler des imperfections diminuant la valeur que nous nous accordons et à susciter la mélancolie. Et elle réside dans le choix bouddhiste qui consiste à utiliser la réflexion somatique pour nier la réalité accordée à l'idée d'un individu substantiel, autonome et totalement maître de lui-même, dont nous pourrions désespérer. La permanence et l'individualité apparente de soi sont, grâce à une conscience corporelle pleinement concentrée, consciencieusement dissoute, en un tourbillon désordonné de différents éléments, des liquides, des solides, des gaz, dont l'union changeante et transitoire donne naissance à la construction fragile et éphémère que nous assimilons au soi somatique et opposons de façon fautive au reste du monde matériel et social, à partir desquels elle est pourtant temporairement constituée, et sont les éléments et énergies desquels elle ne saurait être. Permettez-moi donc de conclure par un passage d'un des sermons de Bouddha qui prend une attention au corps renforcé. Je cite du Bouddha, « Un bhikkhu, ça veut dire un moine bouddhiste, doit réfléchir sur ce corps même, enveloppé par la peau et plein de multiples impurités, depuis la plante des pieds jusqu'aux cheveux et inversement, et penser ainsi. Il y a dans ce corps les cheveux de la tête, les poils du corps, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, la foie, le diaphragme, la rate, les poumons, les intestins, le mésentère, l'estomac, les excréments, la bile, le phlegme, le pus, le sang, le sueur, la graisse, les larmes, la salive, le mucus nasal, le fluide synovial, l'urine, et ainsi vit-il en observant le corps. Fin de citation.
Ainsi conclut le Bouddha, sachant qu'une telle connaissance de soi est loin d'être une voie royale vers la mélancolie, mais en réalité un soulagement et une déprise des illusions déprimantes attachées à la permanence substantielle du soi, qui nous font prendre notre moi individuel avec trop d'esprit de sérieux et d'égoïsme, en oubliant les liens que nous lient aux autres et nous définissent pourtant si nettement. Rien de trop rappelle la seconde maxime de Delphes. Un bel écho pour clore ce long exposé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cet exposé que peut-être certains ont été... qui est en décalage, je dirais, par rapport à ce colloque, mais un décalage, je trouve, extrêmement constructif, parce que, effectivement, comment se situer dans le cadre des politiques culturelles, dans le cadre du rapport à l'art, entre un accaparement par l'État et une sorte de saisie du culturel dans une perspective dictatoriale, et puis une autre dictature, qui est la dictature de soi, de l'enfermement dans soi, et comment arriver par une prise en compte de soi, donc situer l'individu au centre du social, hein, comme vous terminez. Alors, moi, je poserais bien une question pour lancer, parce que je sais que vous avez réfléchi là-dessus aussi. Comment est-ce que la pratique du rap ou la pratique de la philosophie peuvent nous permettre d'éviter ces enfermements, ces deux dictatures en quelque sorte, dictature de l'État, dictature du soi, et comment on pourrait aller vers une sorte de méditation ou de pratique qui pourrait nous conduire à une amélioration de soi. Oui, merci. Bon, je savais que j'étais invité à ce colloque aussi pour... c'est comme toujours, c'est mon travail de un petit peu décentrer aussi la discussion actuelle dans le champ local. C'est l'avantage d'être étranger. Parce que pour se connaître, c'est pour se connaître, il faut connaître les limites, mais pour connaître les limites et les frontières, il faut quelque chose d'au-delà. Et soit on voyage, soit on invite des nomades. Et bon, je suis, par ma biographie, un métèque. C'est le rôle de métèque que... j'incarne, j'espère que c'est utile, cette idée, cette formation, cette existence de métèque, cette volonté et intérêt et vie d'une culture de métissage qui m'a amené au rap, par exemple, qui est une esthétique de métissage. Ce que je voulais vous donner aussi, et je vais revenir à ta question, Denis, mais pour recadrer mon discours dans mes visées, de vous aider pour ces 2 journées de réflexion, il y a aussi des métissages d'autres cultures, pas seulement d'autres cultures occidentales, mais d'autres cultures mondiales, des cultures asiatiques par exemple, ou pour réinventer la culture politique. Et on cherche des exemples dans l'histoire, mais on cherche les exemples aussi dans des autres cultures. Et d'un côté, c'est très présent, d'autre côté, c'est présent par un filtre de médias de masse où une partie de ces cultures différentes est transmise, mais pas les autres. Donc, je voulais aussi
montrer la complexité d'une culture de métissage, pour montrer qu'une culture de soi se fait par des communications et des porosités entre le soi et l'autre, et que l'autre est plus divers en potentiel que nous ne pensons dès le début. Donc, pour revenir au rap et à ta question, comme je vois les champs culturels, le monde culturel, et même aussi le champ politique, c'est un monde contradictoire. Le champ culturel est contradictoire. Je suis un philosophe pragmatiste. Je sais qu'en France, je suis très souvent critiqué le pragmatisme en général, la philosophie américaine en général, comme une philosophie juvénile qui a pour visée à améliorer les choses, ou une pensée plutôt réaliste, sérieuse, devrait reconnaître qu'on ne peut jamais rien changer, il faut simplement discerner, accepter. Donc, d'un côté, je reconnais la critique vers moi assez commune, que j'ai une pensée innocente, juvénile. J'ai travaillé très longtemps avec les cultures de jeunesse, c'est la preuve peut-être, mais je dirais que ma vision culturelle est plutôt réaliste et je ne pense pas qu'on peut éviter des contradictions. Et je dirais dans le rap, par exemple, et le rap me hante comme ça dans ma carrière en France. Et bon, j'en suis d'une certaine manière très content. Le rap est une preuve, est une incarnation de ces contradictions et les utilise d'une manière, je pense, très réussie. Parce que à la fois le MC, le rappeur, il se vend de son statut. Bon, c'est un surhomme, c'est un héros, c'est le grand poète, le grand maître, le grand coureur, le grand amant, le grand tout. Oui, donc il y a une revendication très, très individuelle d'un côté, mais d'autre côté, c'est la complicité du chant, c'est la solidarité des rappeurs de communauté de rap. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le rap est lié aux États-Unis avec des groupes de jeunes organisés par des quartiers. Il y avait des rappeurs de Brooklyn, il y avait des rappeurs, les premiers c'était dans le Bronx, il y avait Brooklyn et d'autres Queens, d'autres quartiers à New York. Et vous avez eu la même chose en France avec, c'était plutôt Saint-Denis et Marseille. Je pense à cette époque NTM et IAM. Et c'est Afrika Bambaataa qui est venu aussi en France. Et il y avait l'idée d'une nation du rap, une nation du hip-hop. Donc, la solidarité et le sentiment de collaboration et la nécessité du social est aussi important que l'individualisme et la statut d'auteur de MC. Et donc, je vois que la culture de soi et la culture de la cité, ils sont des tensions, mais ils étaient, pour revenir à Socrate et à Platon, Socrate et Platon, c'était dès le début la justification
du travail et de la mission, de la tâche philosophique de Socrate. C'est comme ça qu'il se défendait dans l'apologie, dans son procès. C'est pour dire le travail de la vie philosophique, de culture de soi, de souci de soi, de connaissance de soi, c'est pour améliorer le soi et pour interpeller les autres à améliorer leur soi pour le profit de la cité. Pour Socrate, c'était une autre manière de faire la politique. En fait, une politique culturelle. C'est ce qu'il disait, que s'il allait participer dans les formes politiques de la cité Athènes, il aurait été tué beaucoup plus tôt dans sa carrière. Donc, la vie philosophique, comme il l'a défini, c'est un moyen de faire la politique de l'amélioration de la cité à travers un travail sur soi et un travail de soi collaborateur, parce que c'est la philosophie se fait en dialogue. Il ne fait pas la philosophie en isolation. Il n'écrit pas les textes dans son bureau. Son travail, c'est un travail idéologique qui implique le social, qui est pour le social, mais c'est exactement... les choses ne sont jamais exactement les mêmes, mais c'est un petit peu pareil dans la pensée confucienne. On connaît la pensée confucienne comme une pensée très, très sociale. On est défini d'une certaine manière le soi par ses rapports avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que je suis? Je suis le fils de quelqu'un, le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un, l'enseignant de quelqu'un. Comme ça, le soi se fait. Mais pour améliorer le soi, et pour améliorer la cité, il faut d'abord s'occuper de soi-même. Il y a cet argument dans un livre ça s'appelle peut-être en français la grande instruction ou la grande enseignement. Et il dit que les grands gouvernants, les grands empereurs, les gens qui voulaient montrer la gloire de leur empire, ils commençaient par s'occuper d'eux-mêmes et après s'occuper de leur famille et après de s'occuper de leur État et de l'empire. Parce que l'individu, même s'il est un tissu des forces beaucoup plus grandes que lui-même, c'est là, dans ce nexus de forces sociales, biologiques, matérielles, culturelles, ce nexus, ce lien qui est l'individu, c'est le lieu où l'action se réalise. Et donc, pour s'occuper de ses parents, il faut d'abord s'occuper de soi-même. C'est une logique très, très simple. Et le respect pour des parents était très important toujours en Chine. Il y avait même des pratiques où les enfants dans les familles pauvres coupaient un petit peu de peau pour faire une soupe pour des parents. Et Mencius, un des Confuciens, faisait des arguments contre cette idée pour dire non, le premier devoir d'une personne, c'est de se soucier de lui-même, parce que s'il ne prend pas ce souci de soi, il ne peut pas d'une manière efficace s'occuper de ses parents. Et nous avons, avec notre idéologie un petit peu inverse, le même argument qu'on voit tout le temps
quand on voyage dans les avions, il y a toujours des instructions, de sécurité qui, s'il y a un problème et on a besoin des masques d'oxygène, donc il faut d'abord mettre le masque sur soi-même et seulement après qu'on est confortable, on respire bien, on passe aux enfants. Et ce n'est pas pour dire laissez-vous les enfants à côté, méprisez-vous de vos enfants. Ils ne paient pas le billet, donc peut-être ils sont moins importants. Mais pour se soucier des enfants, il faut d'abord se soucier de son propre corps et de ses pouvoirs d'action. Et donc, nous avons la même logique, le même argument, mais avec des présumés opposés. Mais ça revient au même. Et donc, c'est des tensions, c'est des choses complémentaires. Et ce que j'ai appris de la pensée asiatique, mais aussi du pragmatisme, c'est un pluralisme qui travaille avec les termes complémentaires, qui comprend que simplifier les choses dans une logique moniste, simpliste, invite l'envers, parce qu'il y a toujours jour et nuit, masculin, féminin, et c'est mieux d'avoir la complexité riche qu'un faux et ennuyeux monisme. Merci beaucoup.